Cette visite fin août dans la banlieue de Buenos Aires ne s'est pas passée comme prévu. Debout dans un pick-up, aux côtés de sa sœur soupçonnée de corruption, le président argentin a été caillassé en traversant un bastion de l'opposition de gauche. Depuis l'été, le dirigeant ultralibéral enchaîne les déboires. Dimanche dernier, son parti, la Libertad Avanza, a été largement battu par l'opposition lors d'élections provinciales à Buenos Aires. Nous avons subi un revers électoral et il faut l'accepter. Mais nous ne reculerons pas d'un pouce dans la politique du gouvernement. Javier Milei, élu en 2023 avec la promesse de combattre la corruption et de remettre à flot le pays sans ménagement, parviendra-t-il à convaincre les Argentins de lui faire à nouveau confiance? Sa popularité est mise à rude épreuve à l'approche des législatives d'octobre et de la présidentielle dans 2 ans. J'ai voté pour Milei, mais il ne se comporte pas bien. Il commet beaucoup d'erreurs. Fidèle à sa ligne de rigueur budgétaire, le président argentin a notamment mis son veto à une loi favorable à l'accès aux soins aux handicapés. Il y a quelques jours, coup de théâtre, le Parlement a débouté Javier Milei. Je suis tellement émue parce qu'en réalité, tant les députés que les sénateurs ont dit non au veto du président. Fragilisé, Javier Milei revendique néanmoins de bons résultats sur le plan économique, à commencer par la baisse de l'inflation, passée en un an de 87% à 17,3%. Une baisse nuancée par les Argentins. Je suis heureux que l'inflation ait baissé, mais la vérité, c'est que je vis de mes économies. Je casse ma tirelire. Je prends des dollars sous mon matelas, car mon salaire ne suffit pas. Alors, quel bilan tirer de la présidence Milei à mi-mandat? L'homme à la tronçonneuse peut-il remporter les prochaines élections? Ou le péronisme, pilier de la gauche argentine, peut-il lui ravir le pouvoir? Nos 3 invités pour ce débat, Daniel Borijo, bonsoir. Vous êtes juriste, professeur à l'Université Paris-Nanterre. Vous êtes avocat inscrit au barreau de Buenos Aires, car vous êtes italo-argentin. Et selon vous, la défaite de dimanche est avant tout le résultat d'une mauvaise stratégie politique du président argentin, Javier Milei. Mais ça ne remet pas en cause, selon vous, ce qu'il a réussi à faire depuis son arrivée au pouvoir, incarner la rupture et lutter contre l'inflation. À côté de vous, justement, Jonathan de Marie, bonsoir. Vous êtes professeur d'économie à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine. Vous avez coécrit L'inflation aux éditions du Seuil. Selon vous, l'élection de dimanche dernier représente un vrai coup de frein pour Milei. C'est une défaite qui vient s'ajouter au scandale qui le touche, lui et son entourage, depuis plusieurs mois. On y reviendra évidemment. Et à côté de vous, Maricel Rodriguez Blanco, bonsoir. Vous êtes maîtresse de conférences en sociologie à l'Université catholique de Paris et vous êtes argentine et membre du réseau des politistes sur l'Amérique latine. Vous considérez que sur le plan économique, des indicateurs comme l'inflation ont nettement baissé depuis qu'il est au pouvoir, Javier Milei, mais ça ne signifie pas que la vie quotidienne des Argentins s'améliore. Les chiffres, ajoutez-vous, peuvent être très trompeurs. Et on démarre avec la une du jour. Oui, Benjamin. c'est celle du quotidien argentin Crónica de ce lundi 8 septembre avec cette une contundente, écrasante, au lendemain donc de la défaite du parti de Javier Milei aux élections provinciales de la capitale Buenos Aires, qui représente un tiers tout de même du corps électoral argentin dans un territoire qui est traditionnellement dominé par l'opposition de centre-gauche, certes, mais l'écart est très important. Alors cette question, Jonathan Marie, est-ce que c'est une grosse claque, le premier vrai revers électoral pour Milei ? Oui, c'est factuellement le premier revers. Les élections les plus importantes approchent, elles sont fin octobre, puisque l'Assemblée, les législatives vont renouveler la moitié de l'Assemblée, et Milei n'a pas une force, un nombre de députés très important. Donc c'est vraiment ces élections-là qui vont être décisives, mais il a nationalisé cette élection régionale à Buenos Aires de lui-même. Il a fait campagne, il s'est déplacé pour faire campagne, et donc ça apparaît vraiment comme un revers, et les sondages n'avaient pas anticipé un tel écart. Un petit bémol tout de même, la participation a été historiquement faible. D'accord. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce que cet électorat abstentionniste va se mobiliser pour les élections les plus importantes ? Et il reste populaire quand même, Daniel Borio, 40% tout de même dans les sondages de popularité, c'est pas mal. Populaire par rapport à sa politique qui était très violente,
par rapport à d'autres dirigeants politiques qui ont essayé de faire quand même des politiques d'ajustement économique, et la popularité a nettement baissé, alors que pour lui, il demeure quand même populaire. Il faut dire aussi que l'explication qu'il donne de cette élection, c'est de dire « moi je fais 33%, mais c'est le socle », alors que le péroniste Kiselyov a fait 47%, mais c'est le plafond. Donc lui, il va chercher... Il aura une marge de progression. Voilà, des marges de progression, en particulier par rapport à son allié historique qui est Macri, donc le centre-droite conservateur, le parti de centre-droite conservateur. Et donc ça va dépendre de la manière dans laquelle il va traiter désormais le parti pro de Macri, de Mauricio Macri, parce qu'il a vraiment maltraité, il a humilié, il a donné en fait de postes qui étaient mineurs par rapport à la manière dans laquelle on a structuré les sélections de la province de Buenos Aires, qui est quand même un laboratoire national, parce qu'il y a presque 40% des électeurs qui se trouvent dans cette province, qui est les centres économiques, politiques, culturels quand même de l'Argentine. 40% d'électeurs dans la province de Buenos Aires, pour combien d'habitants en Argentine? 45 millions d'habitants? Presque 47 millions. 47 millions d'habitants. Maricel Rodriguez Blanco, il y a quand même eu ce camouflet symbolique et politique que le Parlement réintroduise cette loi en faveur du financement des soins pour les handicapés contre Javier Milei. C'est quand même quelque chose, non? Oui, en effet, on peut dire que c'est un élément, en tout cas de la semaine dernière, qui fait partie de ces contextes, qui est un contexte qui peut permettre d'expliquer, en tout cas, l'échec de Javier Milei aux élections. Ce qui est certain, c'est que c'est un gros échec aux élections qui devrait, en tout cas, dans les prochains mois, puisqu'on fait partie des étapes jusqu'aux élections en octobre, qui devrait faire réfléchir, en tout cas, le gouvernement actuel sur les politiques menées. Mais dans tous les cas, concernant en tout cas l'alliance au gouvernement, on peut dire que c'est un signe d'alarme sur la forme qu'adopte sa politique, sur son projet économique, sur les conséquences de son projet économique. Et du côté plutôt de l'opposition qui s'est constituée aussi, rien n'est écrit non plus. En fait, ces 47% en fait, qu'ils ont obtenus sur la province de Buenos Aires, ça peut augmenter, on ne sait rien. En fait, ça fait partie d'une construction. Mais ce qui montre, c'est que l'actuel gouverneur de la province est devenu visible, en tout cas, comme une possible figure. Juste une question, il se présente toujours sur les scènes et les estrades avec sa tronçonneuse, Javier Milei, où il a un petit peu... Bon, la tronçonneuse maintenant est un peu en court-circuit, mais il se présente quand même de manière théâtrale. C'est la théatrocratie. Il est vraiment ces personnages histrioniques, comme ça, flamboyants, ce qui l'a fait gagner. Donc je pense que ça va pas changer. Je pense que sur le fond, il a dit déjà qu'il n'y aurait pas de changement sur la politique économique. Il a tweeté même. Nous ne bougerons pas d'un pouce notre programme économique. Mais il va changer, je crois, sur la forme et peut-être la manière dans laquelle il va traiter ses alliés traditionnels. Et puis, voilà, on voit son tweet. Et puis, il va peut-être être obligé de changer, malgré lui, à cause d'une affaire de corruption incroyable. On va en parler avec vous, Anna. Oui, une affaire de corruption qui touche sa sœur, Karina Milei. Elle est secrétaire à la présidence, bras droit de son frère, et elle serait impliquée dans un scandale présumé de détournement de fonds. Ce scandale, il a été révélé à la mi-août grâce à des enregistrements audio dans lesquels on entend la voix supposée du directeur de l'Agence nationale du handicap, qui est l'ancien avocat du président et un ancien de ses proches conseillers, et il met directement en cause Karina Milei. Elle est soupçonnée, accusée d'avoir été partie prenante dans un système très bien huilé des entreprises pharmaceutiques qui voulaient conclure des contrats avec l'État sans passer par un appel d'offres, auraient versé des pots de vin à Karina Milei, mais aussi à d'autres proches du président, par l'intermédiaire donc de cette fameuse Agence nationale du handicap. Elle empoche $1 demi-million par mois, peut-on entendre dans les enregistrements. Mais ce n'est pas le premier scandale de corruption pour Javier Milei. On le rappelle, au mois de février, il avait fait la promotion d'une nouvelle crypto-monnaie, le Cryptogate, qui était censé stimuler la croissance de l'économie argentine. Des milliers d'investisseurs avaient alors suivi son conseil. Et seulement quelques heures plus tard, la valeur de la crypto s'était effondrée, tandis que les détenteurs initiaux avaient, eux, empoché plus de $100 millions. Milei avait immédiatement été accusé d'escroquerie et puis menacé d'une procédure de destitution par l'opposition. Alors, Jonathan Marie, c'est quand même assez frappant de voir qu'en 6 mois, il cumule quand même 2 scandales de corruption, alors même qu'il a été élu pour lutter contre la corruption. Oui, tout à fait, c'est très frappant. Et Karina Milei sera entendue par le Congrès dans l'enquête du Congrès sur l'affaire Libra dans les semaines à venir. Et
Un autre aspect étonnant, c'est Milei a fait toute une campagne sur je me présente contre la caste, et les proches de Karina Milei et ceux qui sont mêlés dans cette supposée affaire de détournement de fonds sont issus de la famille d'un ancien président, Carlos Menem, qui était une grande référence aussi dans la campagne électorale. C'est une tradition historique, la corruption en Argentine. Je ne sais pas s'il y a une spécificité argentine, mais en tout cas, il y a effectivement des affaires de corruption qui affaiblissent son aura comme étant vraiment un rénovateur, quelqu'un de différent des présidents précédents sur cet aspect-là. La corruption n'apparaissait pas au premier rang en fait, des problèmes des Argentins. Jusqu'alors, c'était l'inflation, la pauvreté, le pouvoir d'achat. Donc maintenant, avec ce qui s'est passé avec l'agence du handicap, le fait que ce soit quand même très sensible, puis aussi ce qu'il a fait par rapport à l'absence d'augmentation pour les retraités, et là, le fait qu'elle n'est pas inculpée formellement, Karina Milei, donc bénéfice du doute, et puis donc présomption d'innocence. Mais en fait, ce qui était perçu par l'opinion publique, c'était la manière avec laquelle son frère, donc Javier, l'a traité et l'a protégé, et plutôt effectivement que de dire que la justice fasse le travail, il a tout de suite réagi, et dans la population s'est dit mais on a voté contre la corruption, et lui, au lieu de se préoccuper de la corruption, il a viré quand même le directeur de l'agence, Diego Espagnolo, mais l'image qui reste, c'est le fait qu'il protège. Il couvre. Oui. Il couvre, ça sert, mais ça s'explique. Voilà, oui, mais image dégradée peut-être, mais Maricel Rodriguez Blanco, quand même, les résultats économiques sont là, et les Argentins le constatent au quotidien, l'inflation a beaucoup baissé. Alors, à nouveau, ce que vous disiez en fait au début... On voit la 87% à 17,3%. Oui, voilà, c'est une courbe en fait. On peut dire ça, que c'est vraiment une courbe Excel en fait, qui montre que l'inflation a baissé, plusieurs chiffres en effet. En revanche, on ne peut pas isoler en fait l'inflation en tant que sociologue. Enfin, on ne peut pas isoler cela dans un crash sociologique et une série de transformations. Et l'Argentine n'est pas du tout la même que lorsque Milei a assumé les pouvoirs, est arrivé au pouvoir. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans seulement. Et ce qu'on voit aussi, puisqu'on parle des chiffres, c'est une augmentation du chômage, en fait, en Argentine, très clair. L'inflation a augmenté quand même légèrement par rapport au mois de juillet. Bon, c'est très, très peu, évidemment. Mais ce qu'on constate surtout, c'est une augmentation du coût des services, du coût de la vie, en fait. C'est messieurs qui disaient qu'il il travaille, en fait, pour payer ses services, mais il mange ses économies. Ça, c'est la réalité de la plupart des Argentins qui travaillent aujourd'hui en Argentine. Ils ne peuvent pas payer les gaz, pas l'électricité. Les transports ont augmenté, les médicaments ont augmenté énormément. Donc en fait, la plupart des personnes qui vivent de leur travail, de leur emploi, de leur salaire, sont en difficulté. Mais Jonathan Marie, la pauvreté a baissé, donc on a du mal à comprendre. Les chiffres de la pauvreté auraient baissé aussi en Argentine. Alors, le calcul, la façon dont on calcule la pauvreté en Argentine peut provoquer des sauts à la hausse ou à la baisse très brutaux. Parce qu'en fait, l'équivalent de l'INSEE et l'INDEC en Argentine va mesurer sa pauvreté en évaluant les revenus des ménages, mais la période qui précède la prise en compte du niveau des prix. Donc si l'inflation augmente beaucoup de ménages passent sous le seuil de la pauvreté parce qu'il y a un rebond mais alors donc ce de chiffre de l'inflation. Et à l'inverse, 38,1% pour vous, il n'est pas valable par rapport à 52,9% auparavant? Le chiffre, ce que je suis en train d'expliquer, c'est que certainement le chiffre de 52,9% qui fait un pic à l'arrivée de Milei, il est grossi par rapport à la pauvreté observée. Parce qu'on a regardé les revenus des Argentins fin 2023 et les prix début 2024, alors qu'il y a eu beaucoup d'inflation à ce moment-là. Par contre, fin 2024, c'est l'inverse, l'inflation, et le taux de pauvreté est certainement ici sous-estimé. Vous êtes d'accord? Je crois que en fait, les données macroéconomiques sont là, et après on peut voir, mais même l'UNICEF considère que la pauvreté des enfants a diminué, donc bon, c'est comme ça. Donc effectivement, les chiffres macroéconomiques sont là, mais le problème de Milei, c'est que le lien entre la macroéconomie et la microéconomie, c'est-à-dire que tous ces aspects qu'il présente comme effectivement des victoires, le redressement fiscal, l'inflation, l'excédent budgétaire, etc. Imaginez que l'Argentine, qui était en déficit comme la France, en 4 mois, on est arrivé à un excédent budgétaire. Donc tout ça, effectivement, ce sont des chiffres macroéconomiques. Mais les gens ne le voient pas. Le ressenti. Et je crois, oui, et concrètement, parce qu'effectivement, ça prend beaucoup de temps. Et je crois que cette relation entre la macroéconomie et la poche des gens, enfin la vie des gens de tous les jours, fait que il s'est dit, ça fait 1 an et demi, vous dites que tout marche mieux, mais nous continuons à avoir les mêmes problèmes économiques qu'auparavant.
Alors, on va regarder une archive pour réaliser que tout marche quand même mieux qu'en décembre 2001, où l'Argentine était dramatiquement désargentée, pardonnez-moi ce mauvais jeu de mots. Le pays était plongé dans une crise économique absolument sans précédent. Regardez. Les mises à sac visent avant tout les boucheries, les épiceries, les grandes surfaces. Car ces émeutiers de la faim sont les Argentins les plus pauvres, chômeurs, saisonniers ou retraités totalement démunis depuis que l'État ne verse ni salaire ni pension. Le gouvernement paie les mesures qu'il a prises. Le ministre de l'économie devrait regarder un peu comment les gens souffrent. Dans tout le pays, les manifestations succèdent aux manifestations. Et forcément, lorsqu'elles dégénèrent, les institutions et les banques sont les premières visées. Les Argentins n'ont plus le droit de tirer de l'argent de leur propre compte. Une mesure destinée à combattre une éventuelle fuite des capitaux. Maricel Rodriguez-Blanco, ce traumatisme il est toujours présent dans l'esprit des Argentins. C'est pour ça aussi qu'ils acceptent les sacrifices qui leur sont demandés par Milei aujourd'hui. Je pense qu'en effet, il y a quelque chose du vécu des mouvements sociaux et aussi des périodes des crises économiques et sociales, en fait, dramatiques et politiques. À l'époque, on parlait de Kusanaï-tous, donc il y avait une forte critique contre la caste, justement, contre les élites politiques. Et puis les Argentins et Argentines ont vu progressivement des gouvernements qui sont reconstitués la scène politique, qui ont réussi, en fait, à redresser les pays. Mais puis les crises reviennent. Et les gouvernements qui aussi... qui ont eu des problèmes des gouvernances, je dirais, des problèmes de gestion des crises aussi, ont produit des effets assez néfastes du côté de la croyance chez les Argentins. Donc on voit un grand désespoir et je pense que Milei s'est appuyé et a réussi à porter la parole des Argentins et des Argentines à partir de ces désespoirs. Mais bon, un gouvernement ne se tient pas seulement sur des... Parce que c'était il n'y a pas très longtemps, c'était il y a juste une génération. Oui, il y a un point commun entre la fin de cette période et ce qui se passe aujourd'hui. Il y a un aspect culturel très important dans une spécificité argentine, c'est la place du dollar dans les comportements. Milei a été élu sur la promesse qu'il allait dollariser l'économie, que les Argentins auraient accès facilement au dollar. Et là, on revient sur une contrainte macroéconomique, je suis désolé d'utiliser ce terme, qui, de mon point de vue, rend inévitable le changement de politique économique ou une crise monétaire. Milei, comme n'importe quel dirigeant argentin, ne peut pas simultanément tenir la stabilité du taux de change, et elle est nécessaire pour que l'inflation soit faible, l'activité économique qui soit favorable à la création d'emplois et les équilibres extérieurs. Aujourd'hui, l'Argentine est à nouveau en déficit courant, c'est-à-dire que les dollars quittent l'économie argentine parce que l'Argentine importe plus qu'elle n'exporte, elle n'est pas suffisamment compétitive, et ça, c'est lié à sa politique de change. Donc ça le fragilise, et pourtant, il reste un modèle politique. Il est invité ce week-end par le parti Vox, le parti d'extrême droite, en Espagne, à venir faire une conférence. Lui, Javier Milei, qui est fasciné par Donald Trump, est encore un modèle, on ne sait pas bien de quoi, anarcho-capitalisme, libertarien, oui, il est bon. Dérégulateur et conservateur à la fois. Un modèle aussi pour le Fonds monétaire international, parce qu'aujourd'hui même, il y a un communiqué du Fonds monétaire international en appuyant la politique des Milei. Il a obtenu 20 milliards de dollars d'aide du fonds. Donc effectivement, je crois qu'il y a eu la panique des marchés hier et avant-hier. Je crois que la panique des marchés, c'est pas lié tellement à sa politique macroéconomique, pour revenir à cette discussion. Je crois que c'est plutôt lié au fait d'imaginer un retour du péronisme au pouvoir. Et donc effectivement, on essaye de calmer les marchés. Je pense que l'intervention du FMI, et puis il a annulé le voyage en Espagne. Ah bon? Oui, il a annulé. Il n'a pas pris l'avion tout à l'heure, il a dit qu'il reste à Buenos Aires. Et en fait, là, on rentre dans un autre domaine du personnage, dire, moi, je ne vais pas être un technocrate, il y a derrière moi quand même un récit, l'Argentine great again, la lutte contre le marxisme, contre le communisme, contre le wokisme, la bataille culturelle, tout ça, c'est... Il est quand même à fond dedans encore. Il est à fond dedans, Maricel Rodriguez-Blanco, en même temps, ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé autant de l'Argentine, vu d'ici, ou de ce côté-ci de l'Atlantique. On voit Louis Sarkozy, le fils de l'ancien président, faire une très longue interview de Milei, complètement fasciné, et il fait parler. Donc il y a quelque chose, une sorte de miléisme qui s'est constitué en très peu de mois, quelque part. Non? Oui, c'est vrai, il y a quelque chose du personnage, qui t'ai dit, de la performance qu'il fait médiatique, d'un style politique qui est relativement nouveau, en tout cas son usage des réseaux sociaux, ça c'est clairement nouveau, une nouveauté. Après, on ne peut pas dire que ça produit la fascination comme n'importe quelle personnalité politique, mais pour expliquer justement cette personnalité, il faut sortir du personnage, il faut sortir de Milei et aller plutôt voir l'évolution et la transformation des institutions dans ces pays et voir la crise en fait, politique de la représentation politique importante qui caractérise l'Argentine depuis pas mal de temps.
Cette fascination pour des chefs d'État argentins, et justement dans les années 90, Carlos Menem était présenté par le Fonds monétaire international comme l'exemple à suivre, et ça s'est très mal terminé en 2001. Eva Perón, bien sûr, et donc les péronistes qui veulent s'imposer comme les opposants encore aujourd'hui. On va écouter Axel Kicillof, le gouverneur de la province de Buenos Aires, qui était donc vainqueur de l'élection de dimanche dernier. Le digo a Milei, el pueblo te dio una orden. No podés gobernar para los de afuera, para las corporaciones, para los que más tienen. Escuchá al pueblo, goberná para el pueblo. Eso te pidieron las urnas, eso te pedimos nosotros. Ils ont un style à nôtre pareil. Hein. C'est vrai. En cela, des fois, il ressemble un peu à Milei dans la manière de parler. Mais Daniel Bourriaud, en même temps, le péronisme, est-ce que c'est un populisme ou pas ? Est-ce que c'est... On ne sait pas comment le définir d'ici. Parfois, on a l'impression que c'était de l'autocratie presque à l'époque. Le péronisme, c'est tout et son contraire. Ah bon En fait, le péronisme va de l'extrême droite à l'extrême gauche. On a eu des péronistes comme Menem à l'époque néolibérale. On a eu donc le péronisme a inventé la sécurité sociale en Argentine. Il y a des péronismes terroristes, il y a des péronismes qui étaient dans l'alliance anticommuniste. Enfin, c'est la culture du pouvoir et les péronismes occupent la place vraiment du pouvoir. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on va voir Axel Kicillof, un économiste, Javier Milei, un économiste, Axel Kicillof, un keynésien, et Milei, un libertarien. Donc il y aura vraiment un débat entre économistes très intéressant si jamais tous les deux arrivent à la présidence. La présidentielle, échéance dans 2 ans. Hein. Oui, c'est ça, en 2027. Donc, tous ces scénarios-là électoraux qu'on vit préfigurent en quelque sorte ce qui va se passer les prochaines années. Hein. Et donc là, on voit Axel Kicillof, qui est en effet un jeune économiste qui n'était pas très connu, mais là, il a fait un travail énorme en fait, dans la province de Buenos Aires, dans ce monde de gestion, mais aussi un travail pour essayer de convaincre les maires des différentes localités de le suivre, de suivre son projet, qui peut incarner, en tout cas, on le verra dans les prochains mois et années, un projet alternatif. En tout cas, il se présente comme ça, comme étant une alternative au projet ultralibéral. Y compris une alternative culturelle, c'est-à-dire moins conservatrice, moins traditionnaliste. Probablement, même s'il y a, oui, probablement, même s'il y a des féministes, par exemple, qui sont aussi du côté de Milei. Hein, on a voilà, c'est quand la bataille culturelle en fait divise l'Argentine, mais traverse aussi les alliances politiques, les partis politiques. Donc c'est pas très clair et net. En fait. Jean-Marie, très rapidement, il y a toujours l'ombre de Trump quand même, parce que ça reste un modèle pour Milei. Donc les Anus s'invitent et risquent de s'inviter encore dans les campagnes électorales à venir. C'est possible et il y a des enjeux économiques, macroéconomiques très importants. Est-ce que les États-Unis, est-ce que des grandes firmes américaines vont investir massivement en Argentine, ce qui allégerait les contraintes macroéconomiques sur la politique de Milei? Merci à tous les trois de nous avoir aidés à mieux comprendre ce qui se passe dans ce beau pays, votre beau pays natal, aux 48 millions d'habitants. Et on suivra évidemment les législatives dans 1 mois et demi et la présidentielle dans 2 ans. Merci encore.